Mon nom est Roré. Je n'aurais jamais imaginé que mon mariage se terminerait ainsi, avec ma fiancée partie avec mon meilleur ami, et avec toutes les économies que nous avions mises de côté pour la cérémonie volée. Ce matin-là devait être l'un des plus heureux de ma vie, mais au lieu de me préparer à dire oui, je le veux, je me suis réveillé dans un appartement à moitié vide. Marilla était partie. Ce n'était pas qu'elle était sortie se préparer à l'hôtel, elle était partie. Tout ce qui lui appartenait avait disparu, ses vêtements, son ordinateur portable, même cette absurde collection de bougies parfumées qu'elle adorait tant. Elle n'a même pas laissé sa brosse à dents. Et ce petit détail a suffi pour que je comprenne que ce n'était pas une décision impulsive de dernière minute, mais quelque chose de planifié avec précision. J'ai ouvert le tiroir où nous gardions les documents et j'ai confirmé que son passeport avait également disparu. Je suis descendu au parking, sa voiture n'y était pas. J'ai vérifié mon téléphone portable, aucun message, aucun appel, pas même un emoji moqueur. Rien. Le silence absolu. Avec un mauvais pressentiment, j'ai ouvert l'application bancaire, et c'est là que tout est devenu réel. 42 000 $ envolés de notre compte joint. Nous avions passé 18 mois à alimenter ce fonds pour couvrir chaque détail du mariage. Le solde final n'était que de 1 237 $. Chaque dépôt que j'ai fait de mes primes, chaque heure supplémentaire, chaque sacrifice avait été vidé. 6 mois plus tôt, j'avais reçu une grosse prime et j'en avais mis la quasi-totalité sur ce compte. Marilla m'avait assuré qu'elle voulait que nous commencions notre vie ensemble sans souci financier, et moi, comme un imbécile, je l'ai cru. Je me suis assis sur le canapé en regardant l'écran de mon téléphone pendant 20 minutes, rafraîchissant l'application bancaire, espérant un miracle. Mais non, la dernière transaction montrait un virement massif effectué 3 jours auparavant vers un compte inconnu. 3 jours. Pendant que nous finalisions les détails avec le traiteur et que je comptais les heures jusqu'à mon mariage, elle était déjà en train de vider le compte. C'est alors que ma tête a commencé à faire le lien. J'ai appelé Sandro, mon meilleur ami et témoin. Nous avions été colocataires à l'université, des amis inséparables depuis des années. Je lui avais tout confié, même les alliances. Son téléphone portable est allé directement sur la messagerie vocale. Pas le genre normal, mais celui qui décroche immédiatement lorsque le téléphone est éteint ou bloqué. J'ai rappelé. Rien. Je lui ai envoyé un message. Silence. Je suis allé sur son Instagram, désactivé. Facebook, pareil. Son profil avait complètement disparu. 2 personnes fondamentales dans ma vie avaient disparu en même temps. Les mains tremblantes de rage, j'ai ouvert l'application de la caméra de sécurité du parking de l'immeuble. Je les avais installées après une tentative de vol l'année dernière, et j'ai visionné les images. Il y avait Marilla, chargeant des valises dans sa voiture à 3 heures du matin, 2 nuits auparavant. Elle le faisait calmement, organisé, sans se presser. Ce n'était pas une fuite, c'était un plan. Quelques minutes plus tard, le camion de Sandro est apparu. Il est sorti, l'a aidé à charger d'autres valises, et ils ont discuté un moment. Même sur l'image granuleuse, la façon dont il lui touchait le bras et comment elle se penchait vers lui était évidente. Ce n'était pas amical, c'était autre chose. J'ai eu l'impression que ma poitrine était écrasée. Je ne pouvais plus respirer. Ma fiancée et mon meilleur ami, ensemble le jour de mon mariage. Après m'avoir volé. J'ai appelé Christian. C'est le genre d'ami qui, si vous le lui demandiez, vous aiderait à déplacer un corps sans poser de questions. Je lui ai tout raconté en 3 phrases, et 15 minutes plus tard, il était à ma porte avec un café à la main et de la fureur dans les yeux. Nous allons à la police, a-t-il dit sans hésiter. J'avais déjà l'intention de le faire, ai-je répondu. Nous avons tout rassemblé, des captures d'écran des transactions bancaires, des messages, des copies de contrats signés par eux deux, des emails de fournisseurs et les images de sécurité montrant Sandro l'aidant à fuir. Nous sommes allés au poste de police et j'ai déposé une plainte. Le détective qui a pris ma déposition, un homme plus âgé nommé Alvaro, n'a pas été surpris. Il a pris des notes calmement et a seulement demandé « Depuis combien de temps pensez-vous qu'il planifiait cela ?» Je ne sais pas, ai-je répondu, mais les billets ont été achetés il y a 1 semaine et le virement a été fait il y a 3 jours. Alvaro a expliqué qu'en raison du montant et des preuves de préméditation, il s'agissait d'un crime grave. S'il traversait les frontières de l'État, les choses empireraient. Il m'a assuré qu'il commencerait l'enquête immédiatement. À notre retour, Christian et moi avons commencé à appeler tous les fournisseurs. Le lieu, le traiteur, le groupe, le photographe. La plupart des acomptes n'étaient pas remboursables, 10 000 $ de plus perdus. Mais si l'argent faisait mal, la trahison pesait beaucoup plus. Une relation de 6 ans, vivant ensemble depuis 3. Des conversations sur les enfants, sur l'achat d'une maison, sur un chien qui n'existerait jamais. Tout détruit en quelques heures, mais la trahison de Sandro faisait mal d'une manière différente. On peut perdre un partenaire, mais un meilleur ami.
C'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai pensé à chaque détail. Depuis quand? Combien de fois avait-il ri de moi dans mon dos? Combien de fois Sandro avait-il fait semblant d'être mon frère tout en couchant avec la femme que je pensais être ma femme? Le lendemain, Alvaro m'a appelé. Ils avaient retrouvé la trace de Marila et Sandro grâce au registre de l'aéroport et aux transactions par carte. Il s'est avéré qu'ils avaient acheté des billets pour Miami 4 jours plus tôt et avaient voyagé ensemble. Ils séjournaient dans un hôtel au nom de Sandro. Ce sur quoi ils ne comptaient pas, c'était Lucia, la sœur de Sandro. Ils m'avaient bloqué de leur compte privé, mais elle pouvait toujours les voir. Elle m'a envoyé des captures d'écran de leurs publications, les deux à la plage, buvant des cocktails comme si de rien n'était. Sur une photo, Marila portait le collier que je lui avais offert pour son anniversaire. Sur une autre, Sandro l'embrassait sur le pont d'un yacht, la main sur son dos. Christian est venu ce soir-là et nous avons commencé à creuser encore plus profondément. Je n'aurais jamais imaginé que la vérification des relevés d'appel me mènerait à découvrir tout un réseau de mensonges. Pendant des années, Sandro et moi avions partagé le même forfait téléphonique familial. Et bien que nous n'ayons pas vécu ensemble depuis longtemps, il n'avait jamais changé la titularité. Une erreur qui a fini par lui coûter cher. Lorsque j'ai accédé au compte, j'ai trouvé un schéma indéniable. Il y avait des enregistrements d'appels et de messages entre Sandro et Marila remontant à 2 mois. Il ne s'agissait pas seulement de conversations sporadiques, c'était des centaines de messages, de longs appels, et pire encore, beaucoup d'entre tard dans la nuit, juste au moment où Marila me disait qu'elle faisait des heures supplémentaires ou qu'elle sortait avec sa sœur. Mais ce n'était que le début. J'ai également accédé à notre compte de stockage en nuage, celui que nous utilisions pour sauvegarder nos téléphones. Elle, dans sa négligence, avait oublié de désactiver la sauvegarde automatique. Christian et moi avons passé 3 heures entières à parcourir chaque dossier, chaque fichier, et ce que nous avons trouvé m'a retourné l'estomac, des photographies d'eux ensemble dans des hôtels, des captures d'écran de messages romantiques, et même des vidéos qui m'ont fait claquer l'ordinateur portable pour ne pas le jeter contre le mur. Marila avait documenté chaque étape de leur liaison comme si c'était un trophée. Parmi tous ces déchets numériques, il y avait un échange de messages qui m'a transpercé la poitrine. Sandro, j'ai hâte que nous soyons enfin libres. Marila, Roré est si naïf, il pense vraiment que je l'aime. Ah. J'ai regardé l'écran, incapable de bouger. Christian, sans dire un mot, a posé une main sur mon épaule. Il n'avait pas besoin de parler. Le silence en disait plus que n'importe quel mot de réconfort. 2 mois. Il m'avait trahi dans mon dos pendant 2 maudits mois, juste au moment où Sandro acceptait d'être mon témoin et Marila me disait qu'elle m'aimait tous les jours. Christian a continué à enquêter et a trouvé autre chose. Le compte Venmo de Sandro était public. Il y avait les paiements. $200 par-ci, $150 par-là, accompagnés de messages comme le dîner était incroyable, clin d'œil. Ou j'ai hâte de recommencer, cœur rouge. J'ai tout capturé, chaque message, chaque virement, et je l'ai envoyé directement au détective Alvaro avec les journaux d'appel et les photos. La montagne de preuves ne cessait de croître. Et puis j'ai reçu un appel inattendu. Andrea, la petite amie de Sandro. Oui, il avait une petite amie depuis 8 mois. Elle avait vu son compte Instagram réapparaître brièvement avant qu'il ne le désactive à nouveau et avait remarqué des photos avec Marila. Elle a reconstitué les morceaux et m'a appelé, confuse et blessée. Roré, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Sandro est avec Marila, a-t-elle demandé. Je lui ai tout raconté. Il y a eu un long et lourd silence avant que je l'entende sangloter. Il m'a dit qu'il allait à une conférence de travail à Austin. Je l'ai même conduit à l'aéroport, a-t-elle murmuré entre les larmes. Sandro ne m'avait donc pas seulement trahi, il avait aussi menti de manière flagrante à sa petite amie, volé mon argent, aidé Marila à commettre une fraude et s'était enfui à Miami en pensant qu'il s'en tirerait. Andrea et moi avons comparé les détails, et l'histoire correspondait parfaitement. Ses nuits de travail coïncidaient avec ses sorties en famille. Les excuses identiques, les mensonges synchronisés. Ils avaient mis en place leur double vie comme une machine bien huilée. Je veux l'aider, a dit fermement Andrea. Quoi que vous prévoyiez pour les faire payer, comptez sur moi. Ainsi, une alliance étrange mais efficace est née entre Christian, Andrea et moi. Nous avons passé les 2 jours suivants à rassembler des preuves solides. Andrea avait encore les clés de l'appartement de Sandro, alors elle y est allée avec Christian comme témoin pour ne laisser aucun détail de côté. À l'intérieur, ils ont trouvé encore plus de preuves. Son ordinateur portable avec des messages à Marila parlant de leur nouvelle vie ensemble. Des reçus d'une bijouterie pour un bracelet qu'il lui avait acheté le mois dernier, et plus révélateur encore, un carnet physique. Oui, Sandro tenait un journal détaillé sur leur liaison. Il y racontait comment tout avait commencé lorsque Marila l'avait contacté pour se plaindre du stress du mariage, comment ils avaient fini dans son camion après un café,
comment ils avaient prévu de voler l'argent du mariage et de recommencer ailleurs. Andrea a photographié chaque page avec son téléphone, en s'assurant que les dates et les lieux étaient visibles. Nous avons immédiatement appelé le détective Alvaro. En quelques heures, il a obtenu un mandat pour saisir le journal original. Tout était documenté et scellé sous chaîne de possession, légale et parfaitement recevable. Christian avait également documenté tout le reste avec des horodatages et des témoins, nous n'avions donc plus seulement des preuves, nous avions un cadre juridique solide pour les ruiner sans aucune issue de secours. Le détective Alvaro lui-même a admis que les victimes venaient rarement avec des preuves aussi complètes. Le bureau de la procureure Milagro Martinez s'est impliqué dès qu'elle a vu l'ampleur de l'affaire. Il ne s'agissait plus seulement d'un vol. C'était une fraude, une conspiration en vue de commettre un crime, et peut-être un détournement de fonds, car Marila avait transféré de l'argent par le biais de comptes déguisés en dépenses de mariage. Et comme si tout cela ne suffisait pas, sa famille est apparue. Moi, dans un accès de rage contenue, j'avais envoyé un seul message à sa mère, « Félicitations, vous avez élevé une voleuse ». 3 jours après la disparition de Marila, Elena et Raoul se sont présentés à mon appartement sans prévenir, frappant à la porte à 8 heures du matin comme s'ils avaient le moindre droit sur ma vie. J'attendais les enquêteurs avec des nouvelles, mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai été accueilli par le doigt d'Elena pointé sur mon visage. « Que as-tu fait à ma fille » a-t-elle crié avant que je puisse même dire bonjour. « Que as-tu fait pour qu'elle s'enfuie comme ça » a-t-elle insisté, sa voix épaisse de fureur et de déni. L'ironie, c'est que je n'ai rien eu à faire. Elle et son complice avaient tout fait par eux-mêmes. Quand Elena a ouvert la bouche, j'ai dû me retenir un instant pour ne pas exploser. Je l'ai juste regardée, en silence, sentant un mélange dense de colère et d'épuisement monter dans ma poitrine. « Votre fille m'a volé 42 000 $ et a disparu avec mon meilleur ami », ai-je dit lentement, en insistant sur chaque mot. Voilà ce qui s'est passé. Elle a fait un pas en avant comme si son indignation pouvait effacer la réalité. Mensonge. Marila ne ferait jamais une chose pareille, a-t-elle exclamé avec une certitude presque délirante. Nous avons des images de sécurité d'elle à 3 heures du matin, chargeant clairement sa voiture avec Sandro, ai-je répondu fermement. De plus, il y a des enregistrements des virements et de leurs emplacements. Ils sont à Miami en ce moment, dépensant l'argent qu'elle m'a volé. Raoul, qui était resté silencieux comme un meuble gênant derrière sa femme, s'est éclairci la gorge et a finalement parlé. « Voyons, mon fils, soyons raisonnables », a-t-il dit, en essayant de paraître conciliant. Peut-être que Marila avait juste besoin d'espace. Les jeunes femmes sont parfois submergées par la pression d'un mariage. Tout cela n'est probablement qu'un simple malentendu. J'ai ri sans humour. Un malentendu. Vider un compte joint n'est pas un malentendu, Raoul. C'est du vol. Le visage d'Elena s'est tordu en un masque de mépris. Cet argent était autant à elle qu'à vous. Si elle l'a pris, c'est parce que vous l'avez sûrement mise sous pression avec ce mariage, l'avez contrôlé et l'avez fait se sentir acculée. Elle avait tout à fait le droit de prendre ce qui lui appartenait. La gymnastique mentale qu'elle faisait pour justifier sa fille était olympique. J'ai dû prendre une profonde inspiration et parler calmement pour ne pas crier. J'ai des emails, des messages textes et des contrats qui prouvent que nous avons organisé le mariage ensemble. J'ai aussi la preuve qu'elle a retiré l'argent de manière planifiée. Et si cela ne suffisait pas, j'ai la preuve qu'elle couche avec Sandro depuis 2 mois. L'impact de mes paroles l'a réduite au silence pendant quelques secondes, pour qu'elle trouve ensuite un autre angle d'attaque. Si elle a eu une liaison, a-t-elle rétorqué, c'est parce que vous l'Y avez poussé. Vous étiez probablement un fiancé terrible. Marila est une bonne fille, elle n'aurait pas fait une chose pareille si vous ne l'aviez pas provoquée. Sortez de mon appartement, ai-je dit cette fois, sans fioriture ni explication. N'osez pas me parler comme ça, a-t-elle crié. Nous sommes venus vous faire entendre raison avant que vous ne fassiez une bêtise, comme porter plainte. Cela peut se régler en famille. J'ai déjà déposé une plainte, ai-je répondu calmement. Contre les deux. Quoi, ont-ils dit tous les deux à l'unisson. Sortez avant que je n'ajoute l'intrusion à la liste des accusations. Raoul a essayé d'adoucir son ton, comme si nous discutions d'un malentendu domestique. Roré, réfléchit. Cela pourrait ruiner la vie de Marila. Elle est jeune, seulement 28 ans. Elle a fait une erreur. Oui, mais si vous retiriez la plainte, nous pourrions vous rembourser et tout arranger. Où est l'argent alors, ai-je demandé. Le silence était plus éloquent que n'importe quelle excuse. Ni lui ni Elena n'ont répondu. C'est ce que je pensais, ai-je finalement dit. Votre fille a commis un crime. Et Sandro aussi. Ils devront tous les deux en assumer les conséquences. Elena s'est avancée, si près que je pouvais sentir son souffle chaud et rempli de rage. Vous allez le regretter. Nous allons faire en sorte que tout le monde sache quel genre d'homme vous êtes. Nous allons vous détruire, a-t-elle craché avec haine. J'ai sorti mon téléphone, j'ai allumé l'enregistreur et je lui ai montré l'écran.
S'il vous plaît, continuez. Le bureau du procureur appréciera d'entendre cela. Ils sont partis furieux. Elena, dans un dernier acte de vengeance pathétique, a renversé un pot de fleurs avant de claquer la porte. Le craquement sec de la céramique brisée semblait la métaphore parfaite de ce qui restait de cette famille. 1 heure plus tard, quand j'ai cru pouvoir respirer un peu plus facilement, Rocio, la sœur aînée de Marilla, est apparue. Si Elena était toxique, Rocio était du poison concentré. Elle avait 31 ans, travaillait dans le marketing et avait perfectionné l'art de l'agression passive comme si elle s'était entraînée toute sa vie. Elle n'a même pas frappé. Elle a essayé d'ouvrir la porte directement, mais Christian était déjà là et l'a arrêté. « Roré a besoin de me parler », a-t-elle dit avec un faux sourire qu'elle ne prenait même pas la peine de cacher. « Non, il n'a besoin de rien », a répondu Christian, les bras croisés. « C'est à propos de Marilla. J'ai des informations qui peuvent aider tout le monde. » Autant tout en moi criait de la laisser dehors, autant j'ai cédé. Elle est entrée comme si elle était chez elle. Elle s'est assise sur mon canapé, a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler sans même me regarder. « Marilla m'a demandé de vous passer un message », a-t-elle dit avec une douceur feinte. « Peut-elle parler à mon avocat ou à la police ?» ai-je interrompu sans embâche. Elle veut que vous sachiez qu'elle est désolée que vous soyez contrarié, mais elle a senti qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle dit que vous l'étouffiez, que le mariage était votre idée, pas la sienne. J'ai laissé échapper un rire sec. Je lui ai demandé sa main. Elle a accepté, et c'est elle qui a planifié 90% de tout. Rocio a fait un geste de la main comme si la vérité n'avait pas d'importance. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'en souvient. Honnêtement, Roré, vous devriez simplement laisser tomber. Marilla est prête à revenir et à parler si vous abandonnez les poursuites et si vous lui donnez également 20 000 pour préjudice moral. 20 000 pour ce qu'elle m'a volé, ai-je demandé, incrédule. Compensation émotionnelle, a-t-elle répondu sans honte. Il faut comprendre, elle est traumatisée. Christian a ri bruyamment. Traumatisée d'avoir volé et de s'être enfuie avec un autre homme. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'un avocat, c'est d'un miroir. Rocio l'a ignoré froidement. Marilla a toujours été une femme sensible. Vous le saviez depuis que vous avez commencé à sortir ensemble. Vous auriez dû faire plus attention à ses sentiments. Allez droit au but ou sortez, ai-je lâché. Elle s'est penchée vers moi et a baissé la voix. Vous allez abandonner toutes les poursuites. Vous allez donner à Marilla ses 20 000 $. Vous allez signer un document admettant que tout était de votre faute. Et ensuite, nous continuons tous notre vie. Et si je ne le fais pas, ai-je demandé calmement. Alors nous détruisons la vôtre, a-t-elle dit sans hésiter. Ma famille a des relations. Nous vous embourberons dans des procès pendant des années. Nous ferons en sorte que tout le monde pense que vous êtes un agresseur. Nous ruinerons votre carrière, votre réputation, tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai de nouveau allumé l'enregistreur. Continuez à parler. La couleur a quitté son visage. Puis elle est revenue en un rouge profond. Vous enregistrez ? Oui. Merci de rendre mon dossier encore plus solide. Le masque de confiance qu'elle portait s'est brisé. Marilla veut juste parler, a-t-elle dit, son ton maintenant plus nerveux. Christian a fait un pas en avant, plus que suffisant pour la faire reculer. Vous l'avez entendu, sortez d'ici. Rocio s'est levé, en fronçant les sourcils, son sourire disparut. Vous faites une énorme erreur. Votre sœur et Sandro ont commis un crime. Vos menaces ne valent rien, ai-je répondu. Elle s'est approchée une dernière fois et d'une voix basse et venimeuse, elle a craché, Marilla a toujours dit que vous étiez un perdant, que Sandro, au moins, était un vrai homme. Christian l'a prise par le bras et l'a escortée jusqu'à la porte. Ça suffit, votre petit numéro est terminé, a-t-il dit en la fermant derrière elle. J'ai soupiré, m'effondrant sur une chaise. Ils vont me faire vivre un enfer, n'est-ce pas, ai-je demandé. Oui, a répondu Christian sans hésiter. Mais nous avons plus d'armes qu'eux, et contrairement à eux, nous avons la vérité. Il avait raison. Le même après-midi, j'ai reçu un appel du détective Alvaro. Sa voix était calme mais directe. Nous avons des nouvelles, m'a-t-il dit. Marilla et Sandro ont été arrêtés à Miami. Ils ont été arrêtés dans un hôtel 5 étoiles où ils séjournaient comme des touristes de luxe. Le ton sur lequel il l'a dit montrait clairement qu'ils n'avaient même pas essayé de se cacher. Ils ont été arrêtés pour fraude et complot en vue de commettre un vol et seraient extradés pour faire face aux accusations ici. Les deux familles n'ont pas tardé à engager des avocats. Les parents de Sandro ont payé 20 000 $ à un avocat pénaliste bien connu, Gregorio Vargas, et la famille de Marilla a réuni de l'argent pour payer Blanc Castillo. Les deux avocats m'ont appelé à quelques heures d'intervalle. Ton différent, même scénario, ils voulaient conclure un accord. Vargas a proposé de rendre 25 000 $. Castillo, 15 000 $.
Aucun n'a proposé de rendre la totalité du montant. Aucun n'a mentionné d'excuses. J'ai répondu aux deux avec la même fermeté, parlez au bureau du procureur, il n'y a rien à négocier avec moi. C'est alors que le véritable harcèlement a commencé. Elena et Raoul ont lancé une campagne de diffamation qui, si elle n'avait pas été si pathétique, aurait été presque intelligente. Ils ont créé de faux comptes de médias sociaux pour lancer des attaques voilées. Ils ont publié des histoires inventées sur des fiancés violents qui manipulaient financièrement leurs partenaires. Ils ont laissé des messages vagues sur Facebook à propos d'hommes qui semblent charmants mais qui sont en fait des monstres. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas aussi intelligents qu'ils le pensaient. Christian a retracé plusieurs de ces publications jusqu'à l'adresse IP de leur propre domicile. Nous avons documenté chaque détail et l'avons remis au parquet. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Elena a commencé à appeler mon lieu de travail et à laisser des messages aux ressources humaines, affirmant que j'avais harcelé sa fille, que j'étais une personne dangereuse avec des tendances violentes. Mon patron m'a appelé dans son bureau et m'a expliqué ce qui se passait. Je lui ai montré les rapports de police et toutes les preuves que nous avions rassemblées. Il m'a demandé de continuer à documenter chaque appel et m'a assuré que l'entreprise me soutiendrait. Pendant ce temps, Raoul a déposé une fausse plainte à la police alléguant que je m'étais présenté à son domicile avec une arme, menaçant toute la famille. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que j'ai un alibi solide. Au moment précis où cela était censé se produire, j'étais en réunion de travail avec 12 personnes. La police a corroboré mon histoire et l'a averti des conséquences du dépôt de fausses plaintes. Cet avertissement a également été ajouté au dossier. La famille de Sandro a adopté une stratégie différente. Son père, Martin, m'a appelé directement pour tenter de conclure un accord d'homme à homme. Roré, toi et Sandro étiez amis depuis des années. Vas-tu vraiment tout jeter par-dessus bord pour de l'argent et une femme, a-t-il dit d'un ton presque paternel. Je l'ai interrompu sans hésiter. Votre fils m'a volé et a couché avec ma fiancée. Aucune fraternité ne vaut quoi que ce soit après ça. Il a fait une erreur. Il est jeune, a-t-il insisté. Il ne mérite pas d'aller en prison. Il a 33 ans, Martin, et il a planifié cela pendant des mois. Son ton a changé. Si vous continuez avec ça, vous le regretterez. Sandro a des amis qui ne resteront pas les bras croisés pendant que vous ruinez sa vie. Est-ce une menace? C'est un fait. J'ai également enregistré cet appel et les donné au détective Alvaro, ajoutant l'intimidation de témoins à la liste des problèmes que la famille de Sandro accumulait déjà. Pendant ce temps, sa petite amie Andrea agissait de son côté. Elle avait trouvé des preuves que Sandro détournait de petites sommes d'argent de l'entreprise où il travaillait depuis un certain temps, gonflait les dépenses, facturait des achats personnels comme des dépenses professionnelles et manipulait les rapports comptables. Elle a tout rassemblé et l'a envoyé directement à son employeur. Il a été licencié 3 jours plus tard, et ils ont également porté plainte contre lui. Soudain, Sandro ne faisait pas seulement face à ma plainte pour vol, mais aussi à une enquête pour détournement de fonds de sa propre entreprise. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, les offres de règlement ont commencé à affluer. Gregorio Vargas, son avocat, m'a appelé en offrant $35 000. Belén Castillo, l'avocate de Marila, a offert $25 000. Tous deux ont laissé entendre que si je n'acceptais pas, ils me traîneraient dans un processus judiciaire long et désagréable. J'ai répondu froidement, je ne suis pas intéressé par votre argent. On se voit au tribunal. C'est alors qu'Andrea a lâché la bombe. Elle avait retracé les mouvements de la carte de crédit de Sandro. Lui et Marila dépensaient comme si de rien n'était à Miami, hôtel de luxe, dîner cher, location de bateau, bijoux. En moins de 2 semaines, ils avaient dépensé $15 000. Ils fêtent ça comme s'ils avaient gagné, a dit Andrea. Parfait, a répondu Christian avec un sourire. Ça va être de l'or au procès, dépenser de l'argent volé pendant qu'on est en fuite de la justice. La procureure en charge, Milagro Martinez, m'a appelé personnellement. Monsieur, c'est l'un des cas de fraude préméditée les plus clairs que j'ai jamais vus. Il n'y aura pas d'accord à moins qu'il n'inclue une véritable condamnation, a-t-elle dit fermement. C'était de la musique à mes oreilles. Le processus d'extradition a duré 1 semaine. Pendant ce temps, Marila et Sandro se sont disputés violemment dans leur hôtel de Miami. La sécurité a dû intervenir, et la police est arrivée. Sandro était ivre, Marila pleurait de façon inconsolable, et ils se rejetaient mutuellement la faute de leur désordre. Christian a obtenu le rapport de police. C'était un bijou. Lorsqu'ils ont été ramenés, ils ont été transportés séparément. Marila a été libérée après avoir versé une caution de $50 000, que ses parents ont couverte. Celle de Sandro a été fixée à $75 000 en raison des accusations supplémentaires de son entreprise. Bien que ses parents aient payé, la famille a commencé à se fracturer. Sa sœur Lucia a avoué à Andrea qu'ils envisageaient de le déshériter. L'audience préliminaire a été brutale. La procureure Martinez a présenté l'ensemble du dossier, le vol,
la planification, la liaison extra-conjugale, la fuite à Miami, le gaspillage de l'argent volé. Elle avait des relevés bancaires, des journaux d'appel, des images de sécurité, des messages et des emails. L'avocat de Marilla a tenté de présenter sa cliente comme une victime manipulée par Sandro. L'avocat de Sandro a soutenu le contraire, que Marilla l'avait séduit et l'avait entraîné dans le crime. Tous deux, sans le vouloir, ont admis la culpabilité de leur client tout en essayant de rejeter la faute sur l'autre. La juge n'est pas tombée dans le panneau. Elle leur a imposé des conditions plus strictes, remettre leur passeport, se présenter quotidiennement et ne pas quitter le comté. Elle a également clairement fait savoir qu'elle ne croyait pas un mot de leur déclaration. À la fin de l'audience, Elena m'a intercepté dans le parking du palais de justice. Pour la première fois, elle ne criait pas « s'il vous plaît, Roré », a-t-elle dit d'une voix brisée. Marilla est dévastée. La nuit dernière, elle a tenté de se faire du mal. Elle ne peut pas supporter ça. Je vous supplie d'abandonner les poursuites. Elle aurait dû penser aux conséquences avant de commettre un crime, ai-je répondu froidement. Elle remboursera jusqu'au dernier centime. Juste s'il vous plaît. Non, les jeux interrompus sèchement. Son visage s'est durci, et elle a craché avec rage. Alors j'espère que vous serez heureux quand ma fille se suicidera en prison. Ce sera une conséquence de ses actes, ai-je répondu sans hésiter. Elle a craché à mes pieds et s'est éloignée. Peu de temps après, Sandro m'a appelé d'un numéro inconnu. Roré, nous devons parler. Ça a dégénéré, a-t-il dit, la voix tremblante. As-tu vraiment le culot de m'appeler, ai-je répondu, retenant ma rage. S'il te plaît, écoute-moi. Marilla nous a manipulés tous les deux. Elle m'a dit que tu contrôlais son argent. Quoi? Quoi? Il a hésité. Que tu ne couchais avec elle que pour. Assez, ai-je interrompu. Je sais absolument tout. Tu es un voleur et un menteur. Je peux témoigner contre elle. Je peux te rendre l'argent. J'ai raccroché et j'ai immédiatement prévenu le détective Alvaro. Sandro avait violé les conditions de sa libération sous caution en me contactant. Le lendemain, sa caution a été révoquée et il a été emprisonné pendant une semaine jusqu'à ce que sa famille puisse organiser une autre audience. Cette semaine l'a brisé. À sa sortie, Lucia m'a montré des photos, il avait des bleus et un regard de pure peur. À ce stade, Sandro et Marilla ne se parlaient plus. Leurs avocats ont demandé la disjonction des cas pour tenter de sauver ce qu'ils pouvaient. Andrea et moi savions qu'il était temps de passer à la phase finale. Sandro avait bâti toute sa carrière dans le monde financier sur une image d'homme de confiance. Nous nous sommes chargés de la détruire. Nous avons envoyé un dossier détaillé avec toutes les preuves de son vol, de son détournement de fonds et de sa fraude à toutes les organisations professionnelles auxquelles il appartenait, l'association de planification financière, le réseau des anciens élèves de son université et toutes les entités qui certifiaient son travail. Nous avions rassemblé tous les documents, tous les enregistrements et toutes les preuves qui existaient au nom de Sandro. C'était un dossier volumineux, documents judiciaires, rapports de police, rapports financiers, archives publiques et déclarations notariées. Rien de ce que nous avons fait n'était illégal. En fait, tout était basé sur des informations accessibles à quiconque savait où chercher et avait la détermination de le faire. Ce qui était surprenant, c'était la rapidité avec laquelle la réalité s'est effondrée sur lui. Sa réputation professionnelle, qui avait autrefois été son plus grand atout, a disparu pratiquement du jour au lendemain. Les entreprises avec lesquelles il collaborait ont coupé les ponts sans une seconde d'hésitation. Ses accréditations ont été suspendues immédiatement, et les organisations qui le soutenaient l'ont retiré de leurs listes officielles pendant que les enquêtes progressaient. L'image qu'il avait tenté de maintenir pendant des années, celle du conseiller digne de confiance, prospère et respecté, s'est effondrée comme un château de cartes, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Ce qui était autrefois sa carrière dans le monde financier a été réduit en cendres. Il n'avait même plus la possibilité de travailler à nouveau dans ce secteur. Cependant, ce n'était que la première étape. Christian, qui avait méticuleusement suivi chaque piste, a découvert que Sandro donnait des conseils informels à des amis et à sa famille depuis un certain temps, recommandant des investissements et gérant de l'argent sans les licences nécessaires. C'est un crime grave. Nous avons présenté toutes ces informations au Conseil de régulation financière de l'État, et en quelques semaines, ils ont ouvert une procédure formelle. Ce qui a commencé comme une plainte s'est rapidement transformé en un dossier solide. En parallèle, nous nous sommes tournés vers Marilla. Nous savions que sa licence de logement était essentielle pour qu'elle puisse travailler dans la gestion immobilière. Et la loi est claire, vous ne pouvez pas conserver cette licence si vous avez des accusations de crime en suspens. Nous avons déposé des plaintes fondées auprès du Conseil des licences, accompagnées de preuves documentées et de témoignages. La suspension de sa licence a été presque automatique, mais le fil ne s'est pas arrêté là. Nous avons découvert que Marilla avait également un petit réseau de propriétés de location de vacances qu'elle gérait en dehors de son travail formel.
Sa stratégie était simple mais rusée. Elle gardait les cautions de ceux qui annulaient leurs réservations, inventait une prétendue politique de l'entreprise et faisait croire aux clients qu'ils n'avaient pas droit à un remboursement. En réalité, elle gardait cet argent pour elle. Retrouver les victimes n'a pas été facile, mais nous y sommes parvenus. Nous avons localisé 6 personnes qui avaient perdu de l'argent de la même manière. Nous avons parlé à chacune d'elles, les avons guidées sur la manière de déposer leurs plaintes et les avons mises en relation avec des agences de protection des consommateurs. Ensemble, nous avons constitué un dossier solide de preuves et l'avons envoyé à l'entreprise où elle travaillait officiellement. La réponse a été immédiate et décisive. Marila a été licenciée sans aucune hésitation. Mais le plus grave n'était pas son licenciement, mais ce qui a suivi. Lors de l'examen interne, l'entreprise a découvert qu'elle avait détourné des fonds d'autres transactions. Elle avait réussi à voler 15 000 $ de plus sans que personne ne s'en aperçoive jusqu'à ce moment-là. L'entreprise a non seulement déposé sa propre plainte pénale, mais l'a également ajoutée au dossier principal. Les familles ont réagi exactement comme nous l'attendions, avec violence, menaces et attaques désespérées. Elena, sa mère, s'est présentée à mon travail un après-midi. Elle était hors d'elle, criant des insultes, me pointant du doigt devant les employés et les clients. Elle ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que la sécurité doive l'escorter hors du parking. Le même après-midi, j'ai demandé une ordonnance restrictive. De son côté, le père de Sandro a tenté de manipuler la situation d'une autre manière. Il a appelé mon patron, inventant de graves accusations de mauvaise conduite, essayant de me faire licencier. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que mon patron me connaissait depuis des années. Il n'a pas cru un seul mot. J'ai tout de même déposé une plainte à la police pour harcèlement afin de tout documenter. Chaque pas désespéré qu'ils faisaient ne faisait qu'aggraver leur situation juridique. 9 mois de manœuvres juridiques, d'audiences préliminaires et de collecte de preuves se sont écoulés jusqu'à ce que le procès commence enfin. La procureure Milagro Martinez a décidé de présenter les 2 cas ensemble, car ils étaient complètement liés. L'escroquerie financière, la fuite, la complicité. Le volume des preuves était si solide que la stratégie de la défense s'est effondrée avant même de commencer. Le 4e jour, je suis passé à la barre. J'ai témoigné pendant plus de 2 heures avec une précision chirurgicale, détaillant l'évolution de ma relation avec Marila, la préparation de notre mariage et la manière exacte dont j'ai découvert que l'argent avait disparu. L'avocat de Marila, visiblement nerveux, a tenté de me mettre sur la défensive. Il m'a demandé si j'avais déjà élevé la voix, si je lui avais fait sentir une pression, si je l'avais contrôlé dans une décision importante. J'ai répondu avec des faits, des dates et des documents. J'avais des emails, des messages et des reçus qui prouvaient que chaque décision concernant le mariage avait été mutuelle ou était venue directement d'elle. L'avocat a sorti des impressions de nos disputes par SMS, essayant de leur donner un ton manipulateur. Monsieur Roré, ici vous dites que le budget des fleurs est trop élevé. N'est-ce pas une tentative de contrôle financier? J'ai répondu calmement, c'est une conversation de couple sur un budget. J'avais une opinion tout comme elle. Nous avons discuté et pris des décisions ensemble. Rien de ce qu'il a tenté n'a fonctionné. Ces manœuvres étaient fragiles face aux enregistrements et à la clarté des faits. Le 8e jour, Marila est passée à la barre. Elle a pleuré dès la première minute, affirmant qu'elle s'était sentie piégée et isolée. Ses paroles sonnaient comme une répétition, et il était clair que son avocat l'avait préparée à vendre une image de victime. Mais la procureure Martinez avait la tout mettre, ses publications sur les réseaux sociaux faites une semaine seulement avant le vol. C'étaient des photos de nous enlaçant, souriant, avec des légendes comme « J'ai hâte d'épouser cet homme merveilleux ». À cela s'ajoutait une vidéo de notre fête de fiançailles 6 mois plus tôt, où Marila faisait un discours émouvant sur notre avenir ensemble. Le contraste entre ces images et son témoignage était dévastateur. La défense de Sandro, en revanche, était pathétique. Son avocat a tenté de plaider la folie passagère, arguant que Sandro était tellement obsédé par Marila qu'il avait perdu la capacité de penser rationnellement. Le jury a rapidement vu clair dans la supercherie. Ils ont délibéré pendant seulement 4 heures. Le verdict a été unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. La présidente du jury, en le lisant, avait un visage durci par le mépris. La sentence a été sévère mais juste. Marila a reçu 3 ans de prison d'État, 5 ans de probation, la restitution intégrale de 42 000 $ plus les intérêts, et un casier judiciaire permanent. Elle a pleuré de façon incontrôlable à l'audience. Elena a explosé en cris contre moi, et les gardes ont dû la faire sortir de force. Raoul, en revanche, est resté assis, immobile, avec une expression vide. Sandro a été condamné à 4 ans de prison, 5 de probation, le remboursement intégral de l'argent volé à la fois à moi et à son entreprise, et une marque qui l'exclurait de l'industrie pour toujours. Mais ce n'était pas la fin. Marila a perdu définitivement sa licence professionnelle et ne pourrait plus jamais travailler dans le secteur. Les poursuites civiles des victimes se sont élevées à plus de 60 000 $.
Ses parents, qui avaient hypothéqué leur maison pour payer sa caution, ont été contraints de faire face à la saisie. 3 mois après la condamnation, ils ont perdu leur maison. Sandro a eu encore pire. Le conseil financier l'a condamné à une amende de 50 000 $. Il a été banni à vie de toute activité liée au secteur financier, et les poursuites civiles de ses anciens employeurs et clients ont dépassé 100 000 $. Pour couronner le tout, Andrea a intenté une action en justice pour préjudice moral et a obtenu un règlement de 25 000 $. La partie la plus symbolique a été le rejet de sa propre famille. Martin, dans son club social, a dit avec une froideur totale qu'il n'avait qu'un seul fils, faisant référence à son fils cadet et effaçant Sandro de sa vie. En fin de compte, ce qui a commencé comme une trahison personnelle s'est transformé en une avalanche juridique et sociale qui a complètement détruit leur vie. Et bien que le processus ait été long et épuisant, la justice, petit à petit, a remis chaque pièce à sa place. J'ai récupéré les 42 000 $ qui m'avaient été volés grâce à des paiements de restitution ordonnés par le tribunal. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit du jour au lendemain. Il a fallu une année complète de processus, d'audience et une patience que j'ai cru plus d'une fois ne pas avoir. Chaque mois, un petit chèque arrivait, presque symbolique au début, des familles des deux responsables. Peu importait la lenteur, ce qui était pertinent, c'est qu'à la fin, j'ai reçu jusqu'au dernier centime. Chaque dépôt était une sorte de rappel silencieux de ce qu'il m'avait fait, mais aussi que j'avais réussi à l'inverser. De plus, j'ai gagné un procès civil contre 2 pour un montant supplémentaire de 30 000 $. Ce montant correspondait aux acomptes qui avaient été perdus à cause d'eux, plus les frais de justice que j'ai dû couvrir pour me défendre. Ces paiements arrivaient également par versement, lentement mais sûrement, comme une goutte qui remplissait progressivement le seau. Je savais que même si cela prendrait du temps, il finirait par tout payer, et cette certitude était en soi une forme de justice. Au fil des mois, ma vie a commencé à retrouver une forme plus stable et prévisible. Fait intéressant, Andrea et Christian, qui avaient été à mes côtés tout au long de ce processus juridique, sont devenus 2 de mes amis les plus proches. Chaque mois, nous nous retrouvions pour déjeuner. Parfois, nous choisissions un nouveau restaurant, d'autres fois, nous nous asseyions simplement au même vieux café, parlant de la vie, sans avoir besoin de mentionner tout le chaos que nous avions traversé. C'était une sorte de rituel de clôture, une façon de me rappeler que même si j'avais perdu des personnes importantes, j'avais aussi gagné des liens réels et solides. J'ai également fait des pas importants personnellement. J'ai loué un nouvel appartement, plus petit mais confortable, dans un quartier calme où personne ne connaissait mon histoire. J'ai changé d'entreprise, j'ai obtenu un meilleur emploi, et avec lui une augmentation qui m'a permis de vivre confortablement, non seulement de rester en forme, mais de retrouver un sentiment de contrôle sur moi-même. Chaque kilomètre couru, chaque poids soulevé, était une façon de me reconstruire à partir de zéro. Petit à petit, tout retrouvait son chemin, mais 8 mois après la condamnation, le calme a été brisé. Un après-midi, en revenant de la salle de sport avec mes écouteurs et l'esprit ailleurs, je l'ai vue assise sur les marches de l'entrée de mon immeuble. Au début, je ne l'ai pas reconnue. La femme en face de moi ressemblait à peine à celle que j'avais connue. Marilla avait perdu au moins 13 kg. Ses cheveux étaient négligés, gras et ternes. Elle portait un pantalon de survêtement et un sweatshirt taché, les épaules voûtées et les mains tremblantes. Lorsqu'elle a entendu mes pas, elle a levé les yeux et a essayé de se lever maladroitement, comme si ma simple présence la désarmait. « Roré, s'il te plaît », s'est-elle exclamée d'une voix brisée qui ressemblait plus à une supplique qu'à une salutation. « J'ai besoin de te parler. » Ma réaction a été automatique. Mon premier réflexe a été de sortir mon téléphone et d'appeler la police. Sa seule présence ici était une violation directe de l'ordonnance restrictive, mais une partie de moi, peut-être la plus froide, celle qui avait appris à ne pas fuir, voulait la confronter. Je voulais la regarder en face et lui dire sans détour tout ce que je pensais d'elle. « Tu as 5 minutes avant que j'appelle la police », l'ai-je prévenu d'une voix ferme, sans détourner le regard. « Je suis en liberté anticipée pour bonne conduite et temps purgé », a-t-elle répondu nerveusement, en se tordant les mains. « J'ai bloqué ton numéro, celui de ta famille, et de toute autre personne qui a quelque chose à voir avec toi, » ai-je répondu froidement. « Qu'est-ce que tu veux, Marilla ?» Elle a essayé de faire un pas vers moi, mais j'ai immédiatement levé la main. Elle s'est arrêtée. Puis elle s'est mise à pleurer. Les larmes tombaient de façon dramatique, mais je connaissais bien ce scénario. J'avais déjà vu ses pleurs. C'était son outil de manipulation le plus efficace. Cette fois, cependant, ça ne fonctionnerait pas, je suis tellement désolé, a-t-elle sangloté. J'ai tout gâché. J'ai passé des mois à penser à ce que j'ai fait, et je me déteste pour ça. Bien, ai-je répondu sans hésiter. Comme tu devrais. Je sais que je ne peux pas réparer ça, que je ne peux pas annuler ce qui s'est passé, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal comme ça. Les choses avec Sandro. Elles sont juste arrivées. Elles sont juste arrivées,
ai-je laissé échapper un rire amer. Tu as planifié chaque détail. Ne me vends pas ça comme un accident. Son visage a changé. Il s'est tordu de honte. D'accord, oui, je l'ai planifié, a-t-elle finalement admis, en tremblant. Mais j'étais malheureuse. Roré, tu travaillais toujours, nous passions à peine du temps ensemble. Je me sentais invisible. Sandro me prêtait attention. Il me faisait sentir importante. J'ai ri d'incrédulité. L'audace était presque comique. Je travaillais pour payer le mariage que tu voulais, pour construire un avenir avec toi. Et pendant ce temps, tu couchais avec mon meilleur ami et tu complotais pour me voler. Je sais, a-t-elle dit, la voix brisée. Et je suis désolé. La prison était horrible. Tu sais ce que c'est là-bas. Je m'en fiche, ai-je répondu d'un ton sec et tranchant. Cela a suffi à la faire taire. Ma voix était si ferme qu'elle n'a même pas essayé de discuter. Je me fiche que tu sois désolé, ai-je continué. Je me fiche que tu passes un mauvais moment. Tu as pris tes décisions. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Mais j'ai déjà payé, a-t-elle soudain crié. J'ai tout perdu. Ma famille a été ruinée à cause de moi. J'ai un casier et aucun endroit décent ne m'embauchera. Puis, comme si un masque tombait de son visage, les larmes ont disparu et ont été remplacées par une expression pleine de ressentiment. Tu es un imbécile, a-t-elle craché avec rage. Tu aurais pu abandonner les poursuites. Tu aurais pu me laisser te rembourser, mais tu n'avais pas à détruire ma vie pour de l'argent. Oui, ai-je répondu calmement. Je l'ai fait. Au diable avec toi. Elle a explosé. Sandro et moi étions amoureux. Nous allions commencer une nouvelle vie ensemble. Tu ne pourrais jamais comprendre. Oh, vraiment, ai-je demandé avec ironie. D'après ce que j'ai entendu, tu lui as jeté une lampe à Miami. C'est comme ça que cette nouvelle vie a commencé? Ses yeux se sont remplis de haine. Je vais te dire comment ça va se passer, lui ai-je dit, ma voix aussi froide que l'acier. Tu vas partir, et tu ne me contacteras plus jamais. Tu vas assumer les conséquences de tes actes. Chacune d'entre elles. Tu es sans cœur, n'est-ce pas? J'en ai simplement fini avec toi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ajouté avec un calme qui m'a surpris, l'ironie, c'est que si tu m'avais dit que tu avais des doutes, si tu avais simplement voulu annuler le mariage, j'aurais compris. Ça aurait fait mal, oui, mais ça aurait été une autre histoire. J'aurais même pu t'attendre. Mais au lieu de ça, tu m'as trahi et tu t'es enfui avec Sandro. Alors j'ai agi en conséquence aussi. Je suis venu faire la paix, a-t-elle dit entre deux sanglots. Je pensais que nous pourrions au moins être cordiaux. Tu es venu parce que tu es désespéré, ai-je interrompu. Tu pensais que tu pouvais me manipuler une fois de plus, mais ça n'arrivera pas. Pas aujourd'hui, pas jamais. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, les larmes coulant, la mâchoire serrée. Finalement, son regard s'est durci. Tu vas le regretter, a-t-elle murmuré avec ressentiment. Tu vas mourir seul, amère, et tu regretteras de ne pas m'avoir donné une autre chance. Je prendrai mes chances, ai-je répondu froidement. Je suis passé devant elle sans un regard et je suis entré dans le bâtiment. J'ai entendu ses cris depuis le trottoir, mais je ne me suis pas arrêté une seconde. J'ai fermé la porte et, les mains fermes, j'ai composé le numéro de la police. J'ai signalé la violation de l'ordonnance restrictive, et en quelques minutes, ils l'ont arrêté à 2 pâtés de maison. Cette imprudence lui a coûté 3 mois de plus dans la prison du comté. Bien fait pour elle. C'est ainsi que j'ai finalement clos ce chapitre pour de bon. Elle n'était plus mon fardeau, elle était maintenant un problème pour l'État. Sandro est sorti de prison 1 an plus tard et a disparu de la carte. J'ai entendu par des tiers qu'il travaillait dans le Nebraska sous un autre nom, essayant de reconstruire sa vie loin de tout. Ses parents ont fini par divorcer, se rejetant mutuellement la faute de la façon dont ils avaient élevé Marilla. Rien de tout cela ne me concernait plus, et quant à moi, je vais mieux que jamais. 6 mois après cette confrontation finale, j'ai rencontré quelqu'un de complètement différent de Marilla. Nous vivons ensemble depuis 1 mois. Cette fois, il n'y a pas de compte partagé, pas d'angle mort. J'ai appris cette leçon à la dure. Aujourd'hui, j'apprécie la paix d'avoir quelqu'un à mes côtés qui n'a pas besoin de détruire pour se sentir vivant. Quand quelqu'un vous poignarde dans le dos, vous ne pardonnez ni n'oubliez. Vous agissez fermement, vous fixez des limites, et surtout, vous vous assurez qu'ils comprennent à quel point le prix est élevé pour avoir trahi quelqu'un qui leur faisait confiance.